Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 2,5%, c'est la part de l'empreinte carbone due au numérique en France. Comment atténuer ce raz-de-marée de données? Alice Durand répond à la question dans un ouvrage aussi informé que vivant. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, expo et programmes d'histoire, de sciences et de technologie. La Cité des sciences et de l'industrie à Paris vous propose une très belle exposition intitulée Mission spatiale. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, spécial parents aujourd'hui avec ce podcast qui démontre que les stars sont des parents comme les autres, mais si. Et puis enfin rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier en fin d'émission. Aujourd'hui, voyage dans le temps et dans l'espace à la rencontre du philosophe indien Tagore. Il a une œuvre pédagogique extrêmement importante. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Alors on va pas se mentir, on va tous passer un moment un petit peu désagréable dans les minutes qui viennent, du moins si comme moi, vous passez du temps sur votre smartphone, vous aimez regarder des séries en streaming, etc. L'usage massif du numérique produit en effet un raz de données. C'est le titre du livre que publie chez Delachaux et Niestlé Alice Durand. Alice, bonjour. Bonjour. Livre illustré, et je le précise, par Robert, parce que les illustrations comptent énormément. Allez-y, j'en prends une au hasard, voilà, vous voyez, c'est super coloré, ça passe dans tous les sens, les illustrations de Robert. Le sous-titre, c'est l'impact du numérique sur l'environnement. Je voudrais qu'on commence par la fin du bouquin, qui est le moment où vous dites des choses plutôt positives sur le numérique. Vous dites que le numérique, c'est une partie du problème du réchauffement climatique, de la pollution. On va évidemment en parler, mais dans certains cas, c'est aussi une partie de la solution. On fait plein de choses positives avec le numérique. Oui, le numérique peut nous aider à résoudre certains problèmes. Par exemple, on peut avoir une optimisation de la gestion des déchets, pouvoir aller chercher les déchets quand les poubelles sont pleines uniquement. On peut optimiser le transport. C'est des choses que le numérique nous permet, où on pensera évidemment à tout ce qui est partage comme... Des données, enfin des données du savoir, de l'intelligence. Oui, je pensais également à toutes ces plateformes qui nous permettent de mutualiser les choses. Par exemple, Le Bon Coin, on va pouvoir revendre des objets. Donc ça, c'était beaucoup plus difficile avant, sans le numérique. Il existe maintenant des sites d'échange de maisons qui vous permettent, au lieu d'avoir un home exchange, des choses comme ça, qui vous permettent d'échanger des maisons, au lieu de construire des bâtiments spécialement dédiés au tourisme, on peut échanger une maison, ce qui permet de réduire significativement l'impact environnemental de vos vacances. Voilà, ça peut aider au réemploi. Là, ce qu'on appelle la Smart City, la ville intelligente, c'était très à la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle moins, mais elle existe de plus en plus. C'est-à-dire tout ce qui va permettre de réguler les éclairages, vous l'avez dit, le transport. L'éclairage qui s'allume au moment par exemple, où vous arrivez. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de réduire l'impact environnemental de nos activités. Voilà, donc ça, c'est posé, on l'a dit, à un moment, c'est pas une émission contre le numérique, c'est surtout pas un livre contre le numérique en général, c'est une partie de la solution, y compris pour protéger l'environnement, mais il y a un tas de problèmes. Alors, on dit souvent que le numérique pollue plus que le transport aérien civil. Alors, ça, je vais laisser la réponse aux chercheurs. C'est compliqué, en fait, évaluer l'impact. Donc là, quand on avance ces données, on parle de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. C'est sur ça, parce qu'il existe plein de pollutions. Donc les gaz à effet de serre, effectivement, on peut mettre en rapport. C'est compliqué à évaluer, parce qu'en fait, c'est... L'évaluation de l'impact du numérique sur le réchauffement climatique est très très récente. Les premières études datent de fin des années 2010-2020. On manque de recul. Voilà, on manque de recul. Évaluer les émissions du transport aérien, c'est également compliqué. Est-ce qu'on prend en place... Bon, vous donnez quand même des chiffres. Je donne des chiffres. Donc, les émissions de gaz à effet de serre du numérique, vous l'avez dit, en France, c'est 2,5%. 3,7% au niveau mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que c'est exponentiel. Vous le voyez, peut-être qu'il y a 20 ans, vous utilisiez beaucoup moins de technologies numériques que maintenant. Oui, il en existait beaucoup moins déjà. Voilà, donc on en utilisait moins. Et on pense que les prévisions nous donnent 6,7% de part d'émissions de gaz à effet de serre en 2040 en France. Lié au numérique. Lié au numérique, exactement. Ouais, ce qui est absolument considérable. Et puis on sait bien, on a tous appris ce qu'était une croissance exponentielle avec la crise du Covid, et donc on sait très bien que ce sont des courbes qui montent extrêmement vite. Mais ce n'est pas le seul impact qui existe. Les gaz à effet de serre, c'en est un, mais il faut voir que c'est qu'un des impacts très importants, c'est l'épuisement
des ressources abiotiques minérales. Et ça, on va en parler aussi, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on reste sur les usages, avant de parler du matériel, mais je vous ai bien lu, et on va le partager, le matériel, c'est très important. Vous racontez au début l'histoire d'Octet. Oui, Octet. Vous avez choisi une manière, le livre est super pédagogue, je dois le dire, on comprend tout. Octet. Voilà, alors le but du livre, c'est justement de rendre accessible à tout le monde. Octet, vous l'avez représenté comme ça, c'est pas sympa. Alors, c'est pas moi qui l'ai représenté. Ouais. Il y a votre nom sur la couverture quand même. Et c'est un livre qui a été relu par aussi bien des personnes de 90 ans que des personnes de 14 ans pour que ça soit accessible. Donc, on utilise tous des téléphones portables, des ordinateurs, mais on sait peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir la boîte noire et commencer par qu'est-ce qu'une donnée numérique, qu'est-ce qu'un octet, qu'est-ce que tout ça signifie. Et c'est l'unité de base. Et cet octet, on le stocke, il voyage par moment, mais à chaque fois, il a un impact. Oui, il a un impact quand il est stocké dans votre ordinateur, il a un impact en se déplaçant, il a un impact quand il est stocké dans des serveurs lointains. Et ça fait partie de l'empreinte, de l'impact des nouvelles technologies. Mais, encore une fois, les matériaux... je ne voulais pas encore expliquer. Allez, on y va, je sens. Oui, voilà, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus important. Voilà, on y va. C'est beaucoup plus important, ce sont nos équipements. Bon, vous me laissez faire un petit quiz à Cécile quand même. Vous avez idée, moi je ne savais pas, je vous le dis tout de suite, du nombre de kilomètres parcourus par un mail quand on s'écrit, par exemple, vous et moi? 2 mètres dans le kilomètre 500. 15 000 kilomètres. Ah, mais donc. Ouais, parce que ça monte, ça redescend, ça va à droite, à gauche, ça nivelle partout. Et des mails, on en envoie 10 milliards par heure dans le monde. On va venir au numérique. L'impact du fonctionnement dépasse celui de ce qu'on appelle des cloud centers, enfin des data centers, pardon, dépasse celui des données qu'ils conservent. Ça, c'est un point important que je voulais dire aussi. C'est-à-dire que quand on crée ces gigantesques usines pour conserver des données, alors il y a l'énergie, il y a la pollution, enfin, les dégâts sur l'environnement faits par les données elles-mêmes, mais faire fonctionner l'usine, c'est encore plus polluant. Voilà, sur les data centers, ce qui consomme beaucoup, c'est de refroidir en fait, parce qu'il faut que nos données elles soient conservées, mais on les double pour être sûr de ne pas les perdre. On faut que ça fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours pour que vous ayez toujours accès. Donc ça demande de prendre beaucoup de mesures de sécurité, et tout ça, voilà. En effet, ça chauffe et faut refroidir. Mais donc le numérique est constitué de 3 briques. Les terminaux. Ce sont les équipements que tout le monde utilise, votre téléphone portable, votre ordinateur. Les data centers qui sont les endroits où sont stockées les données, et les réseaux qui permettent de mettre en liaison justement les différents équipements. Et à chaque étape, voilà, on dépense de l'énergie. On va en parler juste après l'anti-sèche si vous voulez bien. Et on va zoomer notamment sur les terminaux, les équipements, parce que c'est effectivement un point important. C'est pour ça que je vais lui consacrer une partie entière de cette émission. Mais pour l'heure, l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, rebonjour. Rebonjour. 15 000 km, vous vous rendez compte? Énorme. À chaque fois qu'on s'écrit. Depuis fin octobre, une nouvelle exposition permanente a ouvert ses portes à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Elle s'intitule Mission spatiale. Eh bien, la conquête spatiale, elle est dans les programmes scolaires, et pas seulement en sciences et en techno, d'ailleurs, en histoire aussi, parce que c'est un instrument de compétition. Et elle débute en 1944, parce que le 20 juin 1944, le missile allemand V2 est le premier objet artificiel à atteindre une altitude supérieure à 100 km. Et l'espace, on estime que l'espace débute à 100 km de la Terre. Et ce développement des V2 va donner des idées aux États-Unis et à l'Union soviétique, parce qu'il faut contrer tout ça. Oui, c'est en 1957 que débute ce qu'on appelle la course à l'espace. Le premier à faire un pas, c'est l'Union soviétique, en lançant le 4 octobre de cette année 1957, le satellite Sputnik 1. Il s'agit du tout premier vol spatial orbital de l'histoire. Et ça marche, donc très vite, ils en envoient un deuxième. Ah oui, effectivement, à peine après, ils lancent Sputnik 2, un autre satellite, mais cette fois, on y envoie aussi une chienne qui s'appelle Laika. Pauvre Laika. Vous spoilez un petit peu. Je spoil, mais c'est le premier vol habité par un être vivant, enfin vivant. Pas tellement. Vivant au départ. Au départ, parce qu'au bout de quelques heures seulement, la pauvre bête meurt. Ouais, mais moi, quand j'étais enfant, que j'ai découvert l'histoire, on m'a pas dit qu'elle était morte à la fin. Oui. C'est pour ça que j'ai découvert très tardivement, ça a été un choc. Les États-Unis ne peuvent pas laisser passer tout cela, ils entrent dans la danse. Effectivement, 1958, donc 3 mois après l'envoi de Sputnik 2, les États-Unis envoient leur premier satellite, Explorer 1. Objectif suivant. Comme chez Tintin, objectif Lune. Évidemment, janvier 1959, la sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune. 9 mois plus tard, Luna 2 devient le premier engin spatial à entrer en contact avec un autre corps céleste. Entrer en contact Oui.
D'accord, C'est littéralement sur la Lune. Mais il n'y a pas Laika à l'intérieur. Non, mais en 1966, ils vont recommencer. Cette fois-ci, l'engin va bien se poser en douceur. Donc, on revient à 1959, le 15 septembre, soit 2 jours après cet exploit. Khrouchtchev, alors chef du gouvernement de l'Union soviétique, offre au président américain Eisenhower une réplique d'une sphère représentant la Lune et où est matérialisé l'endroit où s'est écrasée la sonde. Et c'est un beau cadeau, hein, ouais. C'est surtout un énorme pied de nez, et c'est pas anodin parce qu'on est en pleine guerre froide entre les deux puissances. Et surtout que juste après, ils continuent, les soviétiques. Oui. Le 7 octobre 1959, Luna 3, de son petit nom évidemment, dévoile les premières images de la face cachée de la Lune. Alors on le sait tous, ce sont les Américains qui vont les premiers marcher sur la Lune parce qu'ils lancent quand même la contre-attaque en cette fin des années 50. Oui, alors si l'Union soviétique avait envoyé une chienne, le 31 janvier 1961, les États-Unis envoient un chimpanzé qui s'appelle Ham pour un vol orbital. Oui, bien sûr. Mais lui, il aura un destin un peu plus sympathique que la pauvre chienne, puisque lui est mort de sa belle mort en 1983. Et pour la petite info, sa tombe se trouve devant le musée de l'histoire spatiale du Nouveau-Mexique à Alamogordo. Ok, le chien, le singe, l'être humain. Ben oui, évidemment. À un moment. Bien que ça arrive, évidemment. Effectivement. Le plus fort que le singe américain, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin est envoyé dans l'espace. Le vol durera 108 minutes. Et depuis le 12 avril, les jours fériés en Russie, c'est la journée dite des cosmonautes. Et depuis 2011, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Alors on dit cosmonaute en Russie, en Union soviétique, on dit astronaute aux États-Unis, spationaute chez nous. Premier astronaute alors. Donc c'est 15 jours plus tard. Ouais. Alan Shepard, qui devient le premier américain dans l'espace, c'est la première mission spatiale habitée qui a atterri avec un pilote toujours dans le vaisseau. Alors ça a duré 15 minutes là cette fois. Puis évidemment, il y aura d'autres missions. On peut voir ça dans l'étoffe des héros. Et alors dans les autres missions, il y a le programme américain Apollo 1, 2, 3, 4, 5, etc. Qui est lancé en 1961 avec pour ambition d'emmener les premiers hommes sur la Lune. Et ça sera fait, on le sait, le 21 juillet 1969 avec la mission Apollo 11. Évidemment, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Voilà, la conquête de la Lune s'achève assez rapidement. En revanche, la conquête de l'espace, la course, elle continue. Oui, mais en fait, la guerre États-Unis-Union soviétique s'achève avec la mission Apollo-Soyouz en 75, parce que c'est le début de la coopération internationale. Et c'est plus la guerre. Et malheureusement, on n'en est plus là. Cette exposition, merci beaucoup Cécile, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mission spatiale, elle permet donc de découvrir la réalité et toute la complexité de ces missions spatiales. C'est à partir de quel âge ? 8 ans. 8 ans, génial, et on y va en famille. Grand oral, Alice Durand. Informer sur l'impact du numérique sur l'environnement, c'est le but de Ras de données, le livre d'Alice Durand, et dont je précise une fois de plus qu'il est illustré par Robert. Alors depuis le début, vous piaffez. Il faut parler des tireurs des terminaux. Bon, voilà. Donc l'essentiel de la pollution, ça vient des terminaux. De ce genre de choses. Pas que. On en a plein des terminaux à la maison. C'est ça. On a 10 écrans par foyer. Voilà. En moyenne. Ça augmente sans arrêt. Vous avez sans doute envie de nouveaux appareils chaque année, des nouvelles technologies qui Donc on n'a pas besoin. Donc on n'a pas besoin. Alors le mieux, c'est d'essayer de mutualiser. En fait, si vous avez un écran, vous n'avez pas forcément besoin d'une télé en même temps. Essayez de... Souvent, un appareil peut avoir plusieurs fonctions. Alors, s'ils sont très polluants, ces terminaux, déjà, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a plein de métaux. Il y a une 50aine de métaux dans un smartphone. Voilà, et alors là, vous donnez les noms, je ne les connais plus par cœur, ça se termine en ium à chaque fois. Oui, il y en a toute une ribambelle. Ouais. Je ne vais pas asphyxier les téléspectateurs avec ça. Il y a 70... Un smartphone, c'est 70 matériaux, dont une 50aine de métaux. C'est ça. Mais ça paraît léger en fait. Quand on a un appareil numérique, c'est les écrans de plus en plus plats, c'est tout petit, ça tient dans la main. Ça donne une impression de légèreté. On parle de cloud aussi, des données qui seraient dans des nuages. Oui, et dont on rappelle qu'en fait elles vont dans des data centers qui ne sont pas du tout dans les nuages et qui consomment plein d'énergie. Et donc, tout ça, ça a un impact. En fait, j'aime bien cette image du sac à dos écologique. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'empreinte cachée en fait. C'est que chaque produit, pour être fabriqué,
il a nécessité une quantité de matières premières, de ressources. Pour un petit téléphone portable qui fait quelques centaines de grammes, c'est 220 kilos de ressources minérales et fossiles. Et une distance parcourue complètement dingue, ça vous donnait le chiffre aussi. Oui, 4 tours de la Terre, parce qu'il faut savoir que les matières premières sont extraites à un endroit, souvent en Afrique, Amérique du Sud. On va avoir chaque composant qui vont être fabriqués à certains endroits. Cela va être assemblé en Asie du Sud-Est et après consommé... Voilà. Et donc tout ça fait des kilomètres et des kilomètres voilà, pour être entre l'extraction et le moment où ça arrive dans nos poches et sous nos yeux. Mais cependant, alors ça c'est ce qu'on appelle la distribution. C'est pareil pour les études. En fait, on sépare différentes périodes de la vie des appareils. Donc on a la fabrication, la distribution, c'est quand le téléphone ou l'appareil arrive jusqu'à vous. L'utilisation, donc ça c'est ce que vous allez faire justement quand on parle de débrancher les appareils, c'est la phase d'utilisation et la fin de vie. Est-ce que votre appareil, qu'est-ce qu'on va en faire une fois que vous ne l'utilisez plus? Donc parmi ces 4 étapes, celle qui a le plus d'impact au niveau environnemental, c'est la fabrication. Pourquoi? Parce que l'extraction minière, l'exploitation minière, est extrêmement polluante. Parce que là, on va également, c'est là où on parle des terres rares. Les terres rares. Donc j'ai découvert en vous disant qu'elles ne sont pas si rares que ça. Effectivement. Donc c'est un nom qu'on leur donne. Pourquoi? Parce qu'elles sont diluées en fait dans la croûte terrestre. C'est pas qu'elles sont rares, elles sont même assez relativement présentes, mais elles sont tellement diluées, c'est pas vraiment le terme parce qu'on l'utilise plutôt pour un liquide, mais elles sont en faible concentration. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc c'est très compliqué de les extraire. C'est très compliqué. Et c'est là où c'est là que c'est très énergivore et très polluant. Impact sur la géologie donc, parce qu'il faut les extraire ces terres. Voilà, et ça dégrade les sols. Impact sur l'eau. Impact sur l'eau. Impact sur l'air. Parce que ça relâche souvent beaucoup de poussière, et puis donc sur la santé humaine. C'est ça. Et puis des enjeux géopolitiques, et ça on le voit quand il y a des crises sur les composants électroniques avec la Chine, ou etc. C'est que sur la production, là je ne suis pas dans l'étape extraction, je suis dans l'étape d'après, c'est également concentré dans certains pays. Voilà, en 2010, si je ne me trompe pas, 97% des terres rares étaient produites en Chine. C'est ça. Et donc, là on est retombé à 60%, je sais pas. Entre 50 et 60%. C'est ça, voilà, je cite de mémoire mes chiffres dans le en 2020. Parce que justement, on s'est rendu compte que ça pouvait être un problème. Donc, non seulement les ressources minérales ne sont pas réparties de manière homogène sur la planète, mais en plus, souvent dans nos pays, on est assez réticent à avoir une mine s'implanter à côté de chez nous. Donc, on externalise ces impacts. On n'a pas envie que ça soit. Voilà, on externalise, ils sont faits dans d'autres pays. Et souvent, en fait, dans ces pays-là, la législation est moins stricte en matière non seulement environnementale, en matière de droit du travail. Et c'est un problème. Et donc ça fait non seulement des impacts environnementaux, mais des impacts sociaux également, voire de l'esclavage, parce qu'il y en a autour de la production d'un certain nombre de choses qui nous servent dans notre vie numérique. Alice Durand, les illustrations sont de Robert Radonnet. On se retrouve juste après la récré pour vous donner des tas de trucs pour essayer d'atténuer l'impact sur l'environnement. Scoop, je ne sais pas comment dire autrement, scoop dans la quotidienne de Scoop TV. Carrément. Chère Cécile, les stars, les célébrités sont des parents comme les autres. Et c'est dingue. C'est ce que j'ai appris. Ouais. C'est dingue. J'en reviens pas. L'après avec ce podcast qui s'appelle Parents d'abord, dans lequel l'animatrice Laurie Chelewa reçoit une personnalité pendant une trentaine de minutes pour parler de sa paternité ou de sa maternité. Alors la première, c'est Amanda Sterz, écrivaine et scénariste. Oui, qui est, rappelons-le, a 2 fils avec Patrick Bruel, Oscar et Léon, âgés respectivement de 20 et 18 ans. Et il y a un passage d'ailleurs que j'ai trouvé très intéressant dans lequel elle parle du départ des enfants de la maison, qu'elle qualifie de moment très violent. Son fils a quitté la maison depuis longtemps, son fils aîné, pour ses études. Et là, le second va suivre le chemin de son frère aîné. Et elle dit cette phrase: quand on réussit notre éducation, nos enfants nous quittent. C'est l'étrangeté de cette expérience d'amour. Normalement, en amour, quand on fait tout pour quelqu'un, il reste là. Là, c'est le contraire. Et c'est la particularité du statut parental, c'est de comprendre cette étrange dichotomie. J'ai un message pour un enfant. Si tu regardes là, tu vois, tu n'y songes même. Voilà, il faut aussi lâcher un petit peu la bride. Donc, on voit qu'elle parle aussi bien qu'elle écrit. C'est vraiment un moment intéressant. Il n'y a pas qu'Amanda Sterz, ceci étant, il y a d'autres personnalités. Oui, il y aura Audrey Dana, qui est maman de 2 enfants, ou encore l'actrice Catherine Marshall, qui a 4 enfants avec le réalisateur Olivier Marchal. C'est en réalité une deuxième première que ce podcast. Oui, j'avoue, c'est pas vraiment une nouveauté, parce que Télé Loisirs, qui est à l'origine de ce podcast, l'avait déjà lancé il y a 3 ans, environ, avec Jean-Marie Bigard, Benjamin Castaldi, Elodie Gossuin.
ils s'étaient déjà confiés à leur micro. Mais là, la différence, c'est que c'est Laurie Choléwa qui mène les interviews. Elle-même étant maman de 2 enfants, elle arrive à créer une connivence et elle-même finit par se livrer au fil des échanges. Ces personnalités qui peuvent peut-être inspirer l'éducation de leurs propres enfants. Oui. Pourquoi pas? Alors, je suis allée chercher aux États-Unis les principes éducatifs de nos amis les stars. J'ai trouvé notamment que les acteurs américains Ryan Reynolds et Blake Lively interdisaient à leurs 4 enfants d'utiliser des mots qu'ils considéraient sexistes. Et l'actrice Drew Barrymore, elle complimente ses enfants, mais jamais sur leur physique, pour ne pas qu'ils se sentent résumés à juste un corps et qu'ils développent davantage leur beauté intérieure. Super, on termine en précisant quand même que tous les conseils des stars ne sont pas à suivre. Non, parce que Jennifer Lopez, par exemple, elle a fait installer dans son avion une salle de jeu à $50 000 pour que ses jumeaux ne s'ennuient pas pendant les trajets. Du coup, ils ne regardaient pas leurs écrans, ce qui n'est pas super. C'est plutôt bien ça. On n'a pas tous. C'est un bon conseil ça. Oui, c'est un bon conseil d'avoir une salle de jeu dans leur avion. Dans leur avion, voilà, c'est tout. Bah ça c'est génial, au moins ils sont faits devant les écrans. Merci beaucoup, tout ce beau monde n'est pas exactement dans les mêmes sphères que nous, mais on peut écouter ce podcast Parents d'abord, disponible sur toutes les plateformes. Cécile, merci. Je vous en prie. Grand oral. Radonner l'impact du numérique sur l'environnement, c'est le titre du livre que publie chez Delachaux et Niestlé Alice Durand avec les illustrations de Robert, livre qui insiste beaucoup sur les gestes qui sauvent et nombre d'entre eux sont à notre portée. On va en citer un certain nombre en cette fin d'émission. Donc déjà, j'ai besoin de me connecter à Internet. Oui, alors évitez de vous connecter à la 4G. Pardon. Dès que possible. En fait, dès que vous êtes dans votre logement ou chez quelqu'un, utilisez plutôt le réseau fixe. Donc le réseau fixe, c'est celui que vous avez via votre box. Et sur lequel je peux me connecter, notamment avec le Wi-Fi. Exactement. Il faut se connecter au Wi-Fi plutôt qu'à la 4G. Donc le Wi-Fi, enfin le réseau. Alors Wi-Fi fixe versus réseau. Consomme 3 fois moins d'électricité. Ah oui, c'est considérable. J'ai envie de regarder ma série préférée. Vous avez envie. Vous voulez pas boire un peu? Merci. Sinon, on n'aura rien. Vous avez envie de regarder votre série préférée. Évitez la haute résolution. Préférez un bas débit, si c'est possible. Et je télécharge plutôt qu'en streaming. Exactement. Voilà, parce que le streaming, c'est quand même un vrai problème. J'envoie un mail à Cécile. Ouais. Et j'ai envie de mettre au courant toute l'équipe. Évitez. Évitez, envoyez le mail qu'aux personnes concernées. Évitez les grosses pièces jointes. Pareil pour si vous faites une réunion vidéo. Ouais. En fait, la vidéo n'est pas forcément nécessaire. Oui, j'enlève l'image, je garde juste le son. Exactement. Et ça fonctionne. En fait, une vidéo, et c'est pour ça que la vidéo en streaming est un problème, c'est qu'une vidéo, c'est beaucoup plus de données qu'une image. Une vidéo, c'est des milliers d'images. Mais ça, on le sait, ne serait-ce que quand on stocke sur nos disques durs. Voilà, on voit bien vous voyez, un document texte, c'est moins de données qu'une image, et une vidéo, beaucoup plus. Il y a une nouvelle pub pour un nouveau smartphone, je rêve d'envie de la voir. Ah non. Alors c'est... Ça va, Cécile? J'adore, j'ai la stéréo. Ça, c'est le premier geste, le plus utile. C'est vraiment de limiter notre achat de nouveaux appareils. Donc si vous rêvez de l'avoir, peut-être que vous pouvez... Déjà, en fait, si vous avez déjà un appareil, profitez du vôtre jusqu'à la fin. Au besoin, je le ramène pour vous le faites nettoyer réparer. la mémoire, je sais pas quoi. Voilà, vous le faites réparer, vous l'utilisez vraiment un maximum de temps. Essayez de ne pas succomber à la publicité. En fait, on nous fait rêver, mais ça a des conséquences. Si possible, si jamais vous ne résistez pas et que vous craquez pour lui, votre ancien téléphone, ne le laissez pas dormir dans un tiroir. Non, faut le recycler. Voilà, faut le recycler. Ouais, ça j'ai. Donnez-le. Ça va c'est bien, je suis fière de vous. Dernier conseil, et il est extrêmement important, c'est que... je l'ai oublié mon dernier conseil. Vous terminez le bouquin là-dessus. Le dernier conseil, c'était pas la limitation des quantités de données, je n'aurais pas dû refaire cette phrase, il y avait le recyclage, et il y avait, le fait qu'en règle générale, il faut débrancher tout. Voilà, ça c'est dans l'utilisation. En fait, on peut reprendre, pour voir nos impacts, on peut reprendre exactement les phases du cycle de vie dont je vous avais parlé. Donc sur l'utilisation, débranchez vos appareils, en fait, ça vaut le coup. Vous allez manger, ne laissez pas votre ordinateur allumé, au moins mettez-le en veille, ou sinon éteignez-le, c'est encore mieux. Radonner l'impact du numérique sur l'environnement, c'est Alice Durand, c'est super passionnant, c'est super vivant grâce à vos textes, grâce au dessin de Robert Séché Delachaux et Niestlé. Vous restez avec nous, on va voyager un petit peu, mais sans empreinte carbone. Cécile, merci. Cours particulier, Marie-Olivier.
Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage à la découverte de grands pédagogues ou de pédagogie dans le temps ou dans l'espace. Cette fois, vous nous offrez aujourd'hui un voyage dans le temps et dans l'espace, puisqu'on va rencontrer Rabindranath Tagore, poète, écrivain, compositeur, dramaturge, peintre, philosophe, ça c'est ce que j'avais en tête, mais aussi pédagogue, et ça se passe en Inde. Exactement, Tagore naît à Calcutta, en Inde britannique, en 1861, et il y meurt en 1941. C'est un intellectuel et un artiste vraiment prolifique qui a une grande influence sur la musique et la littérature bengalaise. Donc le Bengale, c'est l'est du sous-continent indien, entre l'Inde et le Bangladesh d'aujourd'hui. Tagore reçoit même le prix Nobel de littérature en 1913, une première pour un auteur non occidental. Auteur issu d'une famille extrêmement cultivée et privilégiée. Oui, exactement. Il a 13 frères et sœurs qui sont eux aussi artistes, musiciens, romanciers ou dramaturges. Ils viennent d'une famille de brahmanes aisés de Calcutta. Leurs ancêtres sont des réformateurs qui luttent contre le système des castes, déjà à l'époque, et les discriminations de toutes sortes, notamment envers les femmes. Famille donc progressiste, éduquée. Oui. D'ailleurs, ils vont à l'école, les frères et sœurs de Tagore ? Alors non, leur père rejette complètement l'éducation traditionnelle et préfère que ses enfants aient des précepteurs à domicile. Donc avec ces précepteurs, ils découvrent par exemple les philosophies occidentales qui ne sont pas enseignées à l'époque. Et les enfants voyagent aussi avec leur père. C'est ainsi que Tagore va passer quelques années dans les montagnes et les forêts de l'Himalaya. La nature, le voyage, et ça va l'inspirer. Ça l'inspire, les deux, nature et voyage ont une importance fondamentale dans la vision de l'éducation de Tagore. Au pied de l'Himalaya, il étudie l'astronomie, l'histoire et le sanskrit. Il écrit aussi des nouvelles et des poèmes en langue bengali. Il a 16 ans. Ah oui, d'accord. Légèrement précoce. Il commence tôt. Juste après, il part en Angleterre. Il part en Angleterre, à Brighton, à Londres. Et il rentre en Inde avant d'être diplômé pour continuer à se former tout en écrivant et en composant. Il se marie en 1883 et de cette union naîtront 5 enfants. Et quelques années plus tard, Tagore se retrouve aussi en charge de la gestion du domaine familial. Et là, il a un choc face à la pauvreté des paysans bengalis qui habitent sur ces terres. Et de ce choc, il fait un double constat. Le premier, c'est que si tous les Indiens étaient éduqués, ils pourraient comprendre les liens qui les unissent et qui font d'eux une société. Donc pour lui, l'éducation a un rôle fondamental pour lutter contre les inégalités. Et le deuxième constat, c'est que les paysans doivent s'organiser de façon coopérative pour pouvoir avoir un mode de vie plus décent. Et ça, c'est à partir de là, de cet humus, qu'il décide de créer sa première école à Calcutta. Exactement. Pour Tagore, le manque d'éducation empêche vraiment l'Inde d'avancer. Donc il fonde un établissement à Silda pour contribuer à réformer la société. Même il y a les paysans qui ne sont pas très éduqués, mais même dans les milieux urbains et privilégiés, en fait, c'est toujours le système éducatif du colon britannique. Donc on enseigne la langue anglaise, mais on n'enseigne pas les langues locales, par exemple. Et l'histoire et la culture indienne ne sont pas non plus abordées. Donc c'est vraiment ce qu'il veut essayer de faire. Et ouais, c'est ça. Et pour proposer un modèle éducatif alternatif, il fonde quelques années plus tard une autre école. Exactement, une sorte d'ashram composé d'une école expérimentale, d'une bibliothèque, d'un jardin. Et les frais de scolarité, ils sont gratuits. Et il y a autant d'élèves que de professeurs qui viennent de milieux et de religions très différents. Quelle est son image à l'international, à Tagore ? Alors, il est très en lien. Il a beaucoup de soutien de pays. Et en fait, il veut vraiment que l'Inde s'ouvre au monde, notamment par son système éducatif. Donc, par l'école, les Indiens, pour lui, sortent du nationalisme qui est ambiant. Et donc, Tagore crée des écoles qui ont cet objectif d'ouverture. Il a fondé de nombreux établissements. Si on devait résumer, on en a des traces, mais la pensée éducative de Tagore. Alors, ces idées éducatives sont vraiment résumées dans plein d'ouvrages différents. Donc, il n'y a pas un livre qui explique sa pédagogie. Ouais. Mais pour résumer, il souhaite que l'enfant s'épanouisse, qu'il réponde à ses besoins fondamentaux, c'est la base. Et ensuite, on retrouve vraiment les expériences personnelles de Tagore qui ont inspiré sa pensée. Son séjour au pied de l'Himalaya qui lui permet d'ériger la nature en cadre des enseignements. Les enfants explorent et découvrent par la nature. Les voyages qui font de l'ouverture au monde et à d'autres cultures un enjeu crucial de l'éducation. Son contact avec les paysans bengalis qui lui permet vraiment de prendre conscience de l'importance d'apprendre un métier qui est agricole ou artisanal en lien avec les réalités locales. Et enfin, son héritage culturel et son goût pour les langues et les lettres qui le poussent à vouloir développer la créativité, les beaux-arts. Et donc, il fonde aussi une école de musique et de danse. Et donc, Tagore, prix Nobel, grand auteur, grand philosophe, mais aussi grand penseur de l'éducation. Exactement. Il a beaucoup influencé le système éducatif indien, mis en place à l'indépendance. Et de nombreuses écoles aujourd'hui continuent à faire vivre ces valeurs. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup aussi à vous, Alice, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Rate donner l'impact du numérique sur l'environnement, c'est-à-dire c'est chez Delachaux et Niestlé. C'est hyper vivant, hyper concret. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui en régie par Emma Frary, Thibaut Goury-Lafont au son, Mani Pezesk à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.